Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. DJI vient de sortir le Mavic 3 Enterprise et le Mavic 3 Enterprise Thermal. On a eu la chance de tester l'un d'entre eux, le Mavic 3 Enterprise, sur plusieurs semaines. Alors, est-ce que cette nouvelle série de Mavic 3 Enterprise va-t-elle bousculer le marché? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et tout de suite, générique! Les Mavic 3 Enterprise et les Mavic 3 Enterprise Thermal viennent remplacer les Mavic 2 Enterprise et Mavic 2 Enterprise Advanced. Le Advanced, c'était la version thermique du Mavic 2. Ce sont des modèles qui sont spécialisés pour tout ce qui est inspection, utilisation professionnelle ou de secours et photogrammétrie, thermographie. On a donc ces deux différentes versions. Celle qu'on a nous, le Mavic 3 Enterprise, c'est grosso modo un Mavic 3. Au niveau du capteur, on va retrouver un capteur 4/3 20 mégapixels et un téléobjectif équivalent 162 mm. C'est exactement le même téléobjectif qu'on avait sur le Mavic 3. La grosse différence, et on y reviendra un petit peu plus tard, c'est qu'on a un obturateur mécanique. De l'autre côté, on a le Mavic 3 Enterprise Thermal qui lui est donc équipé d'un capteur thermique. Il a une résolution de 640 par 512 qui est la résolution maintenant qui est sur toute la gamme de chez DJI dès lors qu'on a un capteur thermique. Il a également, comme les autres, une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz. Pour seconder ce capteur thermique, on a un capteur 48 mégapixels au format 1/2 pouce, un petit capteur donc. Et lui aussi est équipé d'une longue focale 162 mm pour zoomer très loin, grosso modo x7 en optique. Le thermal est vraiment dédié à tout ce qui est thermique. Si vous voulez faire de la photogrammétrie, il vous est conseillé de partir sur le Mavic 3 Enterprise et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. On va donc se concentrer sur le Mavic 3 Enterprise et la première chose qu'on pourrait dire, c'est un Mavic 3. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il ressemble vraiment à un Mavic 3. Il a le même gabarit, il a le même format, il a les mêmes batteries, il a sensiblement la même autonomie, 42 minutes annoncée, la même détection d'obstacles, la même transmission OcuSync 3 et presque la même Smart Controller. D'un point de vue extérieur, on peut principalement dissocier grâce à ce feu de signalement aéronautique qui va donc clignoter par intermittence très fort pour pouvoir signaler sa position dans l'espace. C'est ce qu'on retrouve sur tout ce qui est avion et qu'on avait en accessoire sur le Mavic 2 Enterprise, mais également un USB-C sur le dessus avec deux vis qui vont permettre de fixer des accessoires. Du côté du matériel, cet appareil embarque une mémoire 64 Gb, c'est-à-dire qu'on pourrait même maintenant se passer de carte SD. D'un point de vue de la Smart Controller, contrairement à une Smart Controller comme la DJI RC Pro, on va avoir un microphone intégré et aussi la possibilité de la connecter en 4G. Cette option qui est disponible de partout sauf aux États-Unis va permettre, comme par exemple pour la Nafi AI, de pouvoir faire des inspections à très longue distance qui sont hors de portée de la radiocommande. N'ayant pas l'accessoire pour la 4G, nous n'avons pas pu tester ce système. On va avoir la possibilité d'intégrer en accessoires qui sont non inclus dans le pack de base un microphone qui a été remodelé par rapport à l'ancienne version du Mavic 2 Enterprise, un module RTK qui va nous être très utile par la suite, on le verra dans cette vidéo, mais aussi tout un tas d'accessoires qui sont développés par des accessoiristes pour des applications particulières. Au niveau logiciel, là par contre il y a beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que comme toute la gamme Enterprise, DJI va utiliser l'application DJI Pilot 2 pour ce Mavic 3. C'est-à-dire que sur cette application, exit tous les modes de prise de vue, le paramétrage caméra pour faire de l'image. Exit également tous les modes de reconnaissance d'image parce que c'est un appareil qui est fait pour de l'inspection technique. Par contre, on va avoir plein de fonctionnalités en plus. Par exemple, on va avoir une fonctionnalité de zoom améliorée qui va permettre de pré-cadrer le zoom sur le capteur principal pour pouvoir ensuite basculer exactement à l'endroit où on le souhaite. Donc vous voyez, ça permet d'utiliser le zoom de manière pratique. C'est vrai que lorsqu'on est full zoom, on ne sait jamais où on est dans l'image. Là, on va pouvoir dézoomer, recadrer, etc. C'est top. Autre différence par rapport à DJI Fly, on a le bouton Home, comme pour tout ce qu'on avait en FPV, qui est affiché directement en surimpression sur l'image. On a aussi également une fonctionnalité de pin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des points, les identifier sur la carte et pouvoir les retrouver dans l'image en surimpression. Alors c'est un système un petit peu différent de ce qu'on avait pu déjà tester, je vous le mets en fiche, sur le M30. Le M30, il avait un télémètre, c'est-à-dire qu'il fallait viser avec l'image principale, on créait le pin et on le retrouvait sur la carte. Là, c'est plutôt l'inverse sur ce Mavic 3 Enterprise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un pin
sur la carte et ensuite on va pouvoir le retrouver sur l'image en surimpression. C'est un peu moins précis qu'avec un télémètre, mais ça a le mérite d'exister. Plutôt que de déterminer des coordonnées GPS d'un point au loin, là ça va permettre de déterminer un point GPS vers lequel on veut aller et pouvoir y aller en pilotant avec la caméra principale. On va retrouver le mode panorama, le mode sphère qui était très augmenté en efficacité, vous avez vu, c'est super rapide la façon dont il fait la transition entre les différentes prises d'image. Et tout ça est compatible avec FlightHub 2 comme le M30 une fois de plus, ce qui permet de partager en temps réel les informations avec n'importe quel appareil. Pour des inspections techniques, on a également la possibilité d'incruster l'horodatage avec des informations comme l'heure, la position géographique directement dans le rush vidéo ou la photo et de le placer à différents endroits dans l'image. On retrouve également la possibilité d'enlever le mode trépied et de mettre le mode attitude à la place pour pouvoir se mettre en mode sans GPS avec l'appareil. Ça peut être pratique par exemple en vol en intérieur ou encore pour de la formation. On va retrouver également des petites options qui n'existaient pas sur tout ce qui est application loisirs, comme par exemple une personnalisation plus poussée au niveau du RTH, le paramétrage de la distance à partir de laquelle l'appareil va réagir avec la captation d'obstacles, ou encore plus de personnalisation au niveau des boutons de la radiocommande. Ce sont des paramètres propres à la gamme Enterprise qu'on va retrouver sur toute la gamme, le M30, le M300, etc. Allez, de manière anecdotique, on retrouve également tout ce qui est bip ESC si jamais on a perdu l'appareil, donc ça va faire ce bruit-là. Voilà, on sait jamais. Si vous l'avez perdu dans un champ, ce sera plus facile de le retrouver. Ça existait sur le M2 Pro, mais ça avait disparu. Et comme toute la gamme Enterprise une fois de plus, DJI insiste sur tout ce qui est sécurisation des données, local mode, pouvoir faire des mises à jour avec une carte SD pour éviter de le connecter sur Internet. Bref, on retrouve le panel de confidentialité qui est nécessaire à certains professionnels. On sort de l'appli principale pour aller maintenant dans tout ce qui est cartographie et planification de vol. On va retrouver la possibilité de faire des grilles classiques, avec caméra à vue -90, un mode hybride oblique qui permet en 5 fois de faire 5 angles différents pour pouvoir cibler l'intérieur d'une grille. Alors c'est un mode que je connaissais pas, que je trouve un petit peu déstabilisant à l'usage, et qui remplace le mode double grille que j'ai l'habitude d'utiliser, comme par exemple sur Pix4D Mapper. J'aurais préféré retrouver un mode double grille classique. On va également pouvoir travailler avec des waypoints ou encore avec de la planification de vol linéaire, comme par exemple pour pouvoir faire une inspection d'une ligne à haute tension sur une longue distance. Bref, une application qui permet de faire de la planification pour de la photogrammétrie, mais qui est encore parfois un petit peu jeune sur certains paramètres, comme par exemple la façon dont sont prises les photos. DJI laisse la possibilité de le prendre avec soit un intervalle de temps, soit un intervalle de distance, mais c'est pas aussi bien calé que lorsqu'on fait une grille, par exemple avec Pix4D Mapper, où là la position des photos est déterminée en fonction de la façon dont est dessinée la grille, et non pas en fonction de la distance que parcourt l'appareil. C'est mieux optimisé, ça permet aussi de mieux caler l'intervalle entre les photos, et j'ai eu parfois quelques petites difficultés à utiliser ce planificateur de vol que je ne connaissais pas avant. Assez parlé logiciel, maintenant parlons de ce qui va certainement intéresser un grand nombre d'entre vous qui regardaient cette vidéo. Qu'est-ce qu'il en est pour la photogrammétrie? Quelles sont les différences qu'il va y avoir avec un Mavic 3 normal? Eh ben, l'une des différences les plus importantes, c'est l'ajout d'un shutter mécanique sur ce capteur 4/3. Alors déjà, je reviens rapidement sur ce capteur 4/3, c'est un excellent capteur, un grand capteur qui permet d'avoir une bonne plage dynamique qui va être meilleure et qui va nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Mais le shutter mécanique nous permet d'éviter ce qu'on appelle le rolling shutter. Le rolling shutter, c'est cet effet de déformation de l'image lorsque l'appareil est à grande vitesse. Pourquoi? Parce que le temps que l'appareil prenne l'information de manière électronique sur tout le capteur, entre le début de prise d'information et la fin de prise d'information, l'appareil aura bougé. Et du coup, ça va entraîner une déformation des objets qui sera parfois critique en photogrammétrie à grande vitesse parce que ça va entraîner des déformations des modèles 3D. Alors, c'est un mieux et c'est pour ça que beaucoup de personnes s'orientaient vers le Phantom 3 RTK qui était le seul drone compact à l'époque à avoir un shutter mécanique, mais c'est pas non plus un absolu en termes de photogrammétrie. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que je fais de la photogrammétrie avec du Mavic 2 qui n'a pas de shutter mécanique et je m'en sors très bien. Mais effectivement, pour certains cas particuliers, en cas de basse luminosité, de vitesse importante, eh ben ce drone sera mieux s'en sortir qu'un shutter électronique. Donc là, la différence, c'est que le shutter mécanique, c'est vraiment un rideau qui descend et qui remonte, et donc la prise de vue se fait en une fois d'un coup, ce qui évite ces déformations. Un autre avantage du shutter mécanique est qu'il permet de faire des prises de vue plus rapprochées. DJI annonce 0,7 secondes entre chaque prise de vue. Et effectivement, j'ai pu le constater sur le terrain, on a un appareil qui peut aller plus vite parce qu'il prend des photos plus rapidement. Sur de grandes topos, ça permettra de parcourir des plus grandes distances avec le même niveau de batterie. Étant donné que l'appareil va plus vite, l'intérêt du shutter mécanique est d'autant plus important. DJI intègre un nouveau paramètre logiciel qu'ils appellent TimeSync 2.0. Alors qu'est-ce
qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de paramètres, d'analyse de métadonnées et aussi de connaissances de comment est fabriqué l'appareil pour avoir une meilleure précision sur le calage des images par rapport aux métadonnées qui sont inscrites dans les EXIF. Les EXIF, c'est l'ensemble des paramètres de la photo qui sont appliqués et qui sont enregistrés en même temps que sont prises les photos. Si vous faites clic droit propriété sur une photo et que vous allez dans détail, vous verrez tout ce qui est enregistré dans les EXIF. Et ces EXIF, ils sont importants parce qu'ils permettent de caler une photo pour pouvoir effectuer le traitement photogrammétrique. Et comme en plus, on a un module RTK sur ce drone qui permet d'améliorer la précision du signal GPS, tout du moins l'interprétation qui est faite de signal, et bien tout ça combiné, ça va permettre d'avoir des photos qui sont beaucoup plus précisément situées dans l'espace lors de leur prise de vue. DJI a fait attention à ce que la position GPS qui soit donnée au moment de la prise de vue soit celle du point médian du capteur pour encore améliorer la précision. Je fais une petite parenthèse très rapide pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que le RTK. Le RTK, grosso modo, c'est des antennes qui sont réparties un peu de partout sur le territoire français et de partout dans le monde, qui viennent capter les signaux satellites, et comme ils connaissent très bien leur position, ils vont pouvoir estimer la correction nécessaire à appliquer pour améliorer la précision de ces signaux satellites. Ces informations ont un coût, c'est un abonnement que vous allez payer annuellement par exemple quand vous faites de la photogrammétrie, et lorsque vous recevez le signal GPS sur votre drone par exemple, les corrections de ces antennes RTK vont être envoyées par internet directement sur la radiocommande puis le drone pour pouvoir corriger le signal reçu. Mais on parlera un peu plus dans le détail du RTK dans des prochaines vidéos. Au passage, ce Mavic 3 Enterprise est compatible avec les anciens appareils RTK de DJI. Donc tous les modules DJI DRTK vendus avec les matrices et avec le Phantom 4 RTK sont compatibles. Je rentre pas plus dans le détail, sinon on va rentrer dans des détails qui intéressent que les experts. Voilà, donc là vous avez avec exhaustivité toutes les différences techniques, mais ça a un coût en termes du poids, et du coup l'appareil pour sa version Enterprise passe à 915 grammes. La conséquence, c'est que du coup cet appareil n'est pas normé C1, mais sera normé C2. Ça veut dire que le survol de personnes, s'il est toléré en C1, sera strictement interdit avec cette norme C2. Et que les personnes qui veulent voler sous les scénarios open auront une formation obligatoire supplémentaire ainsi qu'un examen à passer dans les locaux de la DGAC. Alors c'est pas l'examen télépilote qui est à passer pour les catégories spécifiques, c'est un examen intermédiaire, mais du coup ça limite beaucoup l'accès à ce drone pour les personnes qui sont pas professionnelles, qui sont pas formées dans les catégories spécifiques. Mais d'un côté pour DJI c'est pas bien grave étant donné que ce drone est un drone professionnel, donc ça sera pas un problème au niveau du public visé. Et pour refermer cette parenthèse technique, si on le compare par exemple au Mavic 2 Pro et au Phantom 4 RTK, qui avait un capteur 1 pouce, on va avoir des pixels qui sont plus gros. Ils feront une taille de 3,3 micromètres au lieu de 2,4 micromètres pour un capteur 1 pouce. Meilleure plage dynamique, meilleure ombre ou haute lumière, etc. Et vu qu'on a une batterie qui tient plus longtemps, ce qui est annoncé, c'est qu'on va pouvoir parcourir une surface 2 fois plus importante avec ce Mavic 3 Enterprise qu'un Phantom 4 RTK par exemple. L'objectif pour DJI avec cet appareil, c'est de pouvoir dire « c'est bon, on a suffisamment travaillé le RTK et les paramètres dans ce drone pour que vous puissiez vous passer d'une canne GPS. » Parce que lorsque on travaille en photogrammétrie, habituellement, la prestation classique, c'est on a une canne avec un GPS intégré, un GPS RTK, et on va poser des cibles au sol qu'on va géoréférencer avec cette canne GPS RTK. Une fois dans le logiciel, on va trouver où sont ces points et on va donner l'information de géopositionnement qu'on a relevé avec le GPS. Et une bonne photogrammétrie, c'est une photogrammétrie qui est bien référencée avec ces GCP. Sauf que là, on nous dit avec ce module RTK, on n'a plus besoin de GCP au sol. J'ai eu des infos un peu contradictoires, avec une précision allant de 1 à 2 à 3 cm sans GCP, ce qui serait presque suffisant pour le type de prestation qu'on fait. Et c'est un peu le Graal en topographie, parce que c'est chronophage de poser des cibles, de les relever, il faut acheter du matériel avec une canne, etc. Et puis, on est obligé d'accéder à ces endroits-là. On peut pas, par exemple, faire une topographie d'un endroit qui serait inaccessible en termes de dénivelé, par exemple. Et pour en être sûr, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une vidéo dédiée sur le sujet et on donnera cette réponse un peu plus tard sur la chaîne. C'est une question qui intéresse beaucoup de personnes, c'est d'ailleurs la première question que posent les élèves qui viennent dans mon école ProDroneur pour faire cette spécialisation topographie, et donc on va prendre le temps d'y répondre correctement. Maintenant, parlons des points qui me chagrinent avec cette machine. DJI me l'a officiellement confirmé, c'est la fin de l'ouverture du SDK pour la gamme loisirs. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que DJI ne souhaite plus ouvrir son logiciel pour que des applis tierces puissent utiliser le drone. Et vu que le Mavic 3 ne propose pas de faire des grilles pour faire de la photogrammétrie avec de la planification automatique, il n'est plus possible de faire de la photogrammétrie avec le Mavic 3 normal. Alors du coup, pour faire de la photogrammétrie, on va se tourner vers cet appareil, qui est déjà plus cher, mais ce qui m'embête encore un peu plus, c'est que cet appareil n'est pas compatible avec DJI Fly.
Et là, c'est purement un bridage logiciel, parce que effectivement, si cet appareil est meilleur en photogrammétrie, il a toutes les fonctionnalités qui pourraient le rendre utilisable avec DJI Fly pour faire de la prise de vue classique. Mais DJI a semble fait le choix de segmenter son matériel d'un point de vue marketing, et donc la prise de vue, c'est la gamme loisir, tout ce qui est photogrammétrie, c'est la gamme pro. C'est très dommageable parce que pour nous, petits exploitants, avant on avait un drone qui faisait les deux, maintenant il va falloir acheter les deux drones. Même si cet appareil est meilleur en photogrammétrie et optimisé pour cette utilisation, je pouvais faire de la photogrammétrie avec mon Mavic 2 Pro, j'en ai fait depuis des années et je continue à le faire encore aujourd'hui. Et donc voilà, même si c'est DJI qui m'a envoyé cet appareil, je le dis toujours en toute franchise, je regrette cette segmentation et j'aurais bien aimé qu'on puisse encore avoir l'utilisation de photogrammétrie sur la gamme standard, ou l'utilisation de DJI Fly sur la gamme Enterprise, ce qui est tout à fait possible avec la configuration qu'a cet appareil. Alors on a un petit espoir parce que si le SDK n'est pas ouvert sur la gamme loisir, il est ouvert dans sa version M SDK, donc je ne sais pas exactement ce qu'il contient, pour la partie Enterprise. Peut-être qu'une application comme Litchi par exemple, qui était une application alternative au Mavic 2 Pro, pourrait être utilisée pour la prise de vue sur le Mavic 3 Enterprise, mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Et moi personnellement, j'attends de pouvoir utiliser Pixel Capture en application tierce avec ce Mavic 3 parce que j'ai un meilleur feeling avec cette application de capture pour la photogrammétrie. En tout cas, contrairement aux anciens appareils, cette fois DJI ouvre son SDK à la sortie du drone, donc ça permettra aux développeurs de pouvoir tout de suite sortir des solutions. On suivra ça de près et on vous tiendra au courant. Alors, niveau budget, combien ça vaut cette machine? Alors, à sa sortie, le Mavic 3 dans sa version Enterprise vaut à sa sortie 3179 €. La version thermique vaut, elle, 4959 €. Le petit module RTK, 649 €. Donc grosso modo, comptez 4000 € si vous voulez faire de la topographie avec cette machine. Et après au niveau des accessoires, le haut-parleur vaut 169 €. Le chargeur rapide, vu que maintenant DJI ne livre plus des chargeurs avec ces machines, coûte 89 €. Et la sorte de Flymore Combo, c'est-à-dire 3 batteries avec le chargeur rapide, coûte 615 €. Voilà, donc pour prendre un petit peu de recul, avant on n'utilisait qu'un Mavic 2 Pro pour faire tout ça. À sa sortie, c'était 1500 € hors batterie et accessoires. Là, si vous voulez faire et de la vidéo et de la topo, un Mavic 3 vaut 1900 €, un Mavic 3 Enterprise sans accessoires 3200 €, soit 5100 € au total. Donc on a quand même un budget global pour les exploitants qui va fortement augmenter. Ceci étant dit, en conclusion, on est quand même content d'avoir ce matériel. Si DJI est le seul sur le marché quasiment et que l'entreprise fait un peu ce qu'elle veut avec ses gammes, c'est aussi parce que c'est une des entreprises qui innove le plus en termes de fonctionnalités. Avec ce Mavic 3 Enterprise pour la photogrammétrie, on aura moins de déformations dues au rolling shutter, on aura plus d'autonomie et donc plus de surface parcourue à chaque vol, une meilleure précision des images, moins de recours normalement au GCP, on confirmera ça bientôt, et des fonctionnalités avancées pour tout ce qui est inspection et usage professionnel. Le tout dans un matériel hyper compact qui tient dans une valise avec une journée d'autonomie quasiment, avec 4 batteries et une batterie externe. Donc on gagne quand même considérablement en termes de confort d'utilisation et de précision. Mon analyse, c'est que c'est un très bon drone pour faire de la photogrammétrie et je pense que ça sera un best-seller et un drone incontournable comme l'a été le Mavic 2 Pro à son époque. Il va rester à mon avis une référence pour plusieurs années. Voilà, c'est la fin de ce test, de ma prise en main. Je vous invite encore une fois à attendre la prochaine vidéo qui permettra de confirmer la précision sans GCP. Je tiens à remercier DJI qui nous a envoyé ce matériel, mais surtout de nous permettre d'être complètement libre de dire ce qu'on pense de ce matériel. Avoir du matériel à sa sortie et une liberté de ton qui permet d'avoir une analyse précise, c'est très précieux. Et je vous invite évidemment à partager cette vidéo pour nous soutenir dans notre travail. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!